Merci beaucoup Virginie, bonjour à tous. Donc effectivement, moi la grosse partie de ma carrière c'est à l'Institut Bordet. Heureusement je suis allée voir ailleurs, donc c'est ce que je veux vous dire, c'est un condensé d'expériences aussi des autres institutions et des autres pathologies. Mais c'est vrai que mon centre d'intérêt reste la pathologie cancéreuse, hématologique et solide. Donc, comme vous en avez discuté, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos défenses immunitaires et comment on peut optimaliser la prise en charge de la personne immunocompromise, dont les patients avec une leucémie lymphoïde chronique, les régimes adaptés, les suppléments nutritionnels, l'exercice physique, la diminution du stress au quotidien, les gestes barrières qui ont été popularisés grâce à l'avènement du Covid et bien sûr les vaccins, ils sont incontournables dans notre pratique. Donc, dans les causes de décès en Europe, donc ça c'est le données apparu récemment, mais qui concerne l'année 2022, vous voyez que les maladies respiratoires et les Covid sont juste derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et donc, les pneumonies sont très bien placées aussi. Donc, avec le terme pneumonie, donc, on désigne toutes sortes d'infections de voies respiratoires de préférence inférieure, donc qui peuvent entraîner donc, une certaine morbidité, mais aussi une certaine mortalité. Donc pour les États-Unis, donc ça c'est les données publiées cette année au CDC, vous voyez que les maladies au sens large du terme, donc respiratoires, donc chroniques, mais qui se décompensent à l'occasion des événements infectieux, et le Covid sont dans la première dizaine des causes de décès. Donc, il y a des maladies que l'on peut prévenir parce qu'on est porteur de certaines infections qui restent méconnues, donc comme l'hépatite B. Donc, il y a moyen d'anticiper une hépatite fulminante liée à une réactivation du virus de l'hépatite B, donc des moyens médicamenteux que l'on peut utiliser quand on bénéficie d'un traitement pour une LLC. L'hépatite C, donc c'est un devoir de tout un chacun de la diagnostiquer parce que depuis quelques années, on peut la guérir. Donc la syphilis, que tout le monde croyait une maladie du passé, une maladie qui revient en force, et malheureusement, elle reste très difficile à diagnostiquer parce qu'on n'y pense pas à la diagnostiquer. La strongyloïdiase est une maladie parasitaire qui par le passé concernait beaucoup le continent africain et l'Amérique latine, mais avec le réchauffement climatique et surtout les voyages devient une problématique plus importante pour nous. Donc, dans nos pratiques à l'Institut Bordet, on essaye de faire un diagnostic régulier donc des patients qui sont positifs pour la strongyloïdiase et les décontaminer. La pneumocystose pulmonaire, donc liée au pneumocystis, vous en avez peut-être entendu parler au tout début de l'ère du sida. Donc actuellement, il est classé dans les champignons. Et donc, c'est aussi une maladie qui concerne beaucoup les patients immunocompromis, fragilisés par la maladie et le traitement, et qui peut être prévenue. Et en dernière place, j'ai mis toutes sortes d'infections liées à notre alimentation. On mange exotique, on mange mal cuit, on mange cru, on mange parfois take-away. Donc, ce sont des maladies qui peuvent être transmises par les aliments. La listériose, donc on a des alertes très régulièrement par l'AFSCA pour des produits laitiers contaminés avec la listeria monocytogène. Le Campylobacter species, le plus connu étant le Campylobacter jejuni. Et donc récemment, on a eu donc l'épidémie aux maisons de repos. L'Escherichia coli, producteur de la chigatoxine, qui était lié donc à un lot de viande contaminée. Donc c'est de la viande crue qui a été consommée dans ces MRS. Donc, la première partie de ces dias, c'est les causes primaires d'immunodéficience. Ce sont des maladies assez complexes que l'on diagnostique tôt ou tard dans la vie, qui peuvent être transmises parfois de père en enfant. Donc, c'est des maladies assez complexes, mais c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est ici surtout. Donc, quelles sont les causes secondaires d'immunodéficience? C'est la dénutrition, c'est les cancers et les traitements qui sont associés, toutes sortes de médicaments immunosuppresseurs, à commencer par les chimiothérapies, mais aussi toutes sortes de médicaments immunomodulateurs. Donc, les rhumatologues, ils en utilisent beaucoup. L'hypogammaglobulinémie sur médicaments ou sur la maladie, les pertes protéiques, des maladies métaboliques, longtemps
mises de côté dans les contextes des infections, mais qui sont maintenant le nouveau fournisseur en termes de complications infectiologiques comme le diabète, la cirrhose hépatique et l'urémie. Et bien sûr, le prototype de tout ça, ça reste l'infection à l'HIV. Donc la grippe, juste pour vous donner une idée du chiffre que ça représente, ça fait 1 milliard de cas de grippe par an. Et là-dedans, il y a 3,5 millions de cas sévères avec une mortalité assez conséquente. Donc ça représente 290 000 à 650 000 décès respiratoires par an. Les enfants aussi payent leur tribut. Et donc 95% des décès auprès des enfants de moins de 5 ans qui vont faire une grippe proviennent des pays à faible revenu. Donc les symptômes commencent 1 à 4 jours après l'infection et vont durer habituellement une semaine. Parmi les décès dus à l'influenza, la grosse majorité, ça va aussi survenir dans les groupes de plus de 60 ans pour les pays développés, donc comme la Belgique, et la morbidité liée aussi à la grippe est la plus grande dans ces groupes-là. Il y a beaucoup de questions qui concernent le vaccin contre la grippe qui est maintenant utilisé de manière tout à fait régulière. Est-ce qu'il faut faire la dose standard versus la haute dose? Il y a par ailleurs donc depuis 2-3 ans un nouveau vaccin hautement dosé, le Fluelda, qui est proposé pour certaines catégories de la population. Et les méta-analyses actuellement disponibles montrent que grâce au vaccin, il y a une diminution de l'incidence de la grippe et des syndromes grippaux, une diminution des hospitalisations et malgré tout une diminution des décès après hospitalisation. Les vaccins actuellement disponibles, c'est des vaccins préparés sur des cultures d'œufs issus de poulets et de poules en bonne santé. Donc il n'y a pas la technologie mRNA actuellement pour ce type de vaccin. Les pneumocoques, on pensait longtemps que les pneumocoques, c'était une affaire d'enfants. Donc, les enfants, ils sont vaccinés depuis plusieurs années, mais vous voyez que le pneumocoque, il concerne beaucoup la petite âge, mais aussi la plus grande âge. Et curieusement, les hommes payent une tribut beaucoup plus lourde que les femmes dans les infections invasives. Donc, les infections invasives à pneumocoque, ce sont les pneumonies avec bactériémie, les bactériémies tout court, et les méningites avec ou sans bactériémie. Donc, en 2022, il y a eu presque 18 000 cas confirmés d'infections invasives à pneumocoque dans ce qu'on appelle donc la région élargie de l'Union européenne. Donc, c'est la région économique. Donc, et là-dedans, on voit que les personnes âgées ont représenté une grosse partie parce qu'il y en avait un taux 12,6 par 100 000 populations. Donc, ça reste une pathologie lourde. Donc, il y a eu 895 décès. Donc, pour des pays qui ont un niveau de santé et de soins de santé accessible à tous et très élevé. Donc, c'est une maladie qui est tout à fait facile à prévenir grâce à des moyens simples, donc grâce aux vaccins de dernière génération. Les zonas, pourquoi on parle autant du zona? Tout le monde a fait la varicelle quand on est enfant. Le problème du zona, c'est qu'il peut se réactiver. Et donc, il va se réactiver sous forme d'un zona cutané, très douloureux. Donc, ceux qui l'ont expérimenté, ils sont tout à fait marqués par ça. Et une fois qu'il a guéri, il peut laisser des séquelles, comme des névralgies post-zostériennes, il peut donner des encéphalites, une myélite, des parésies crâniens et périphériques. Donc, il y a 1 million de cas de zona aux USA, et là-dedans, la moitié, c'est chez les personnes âgées. Et donc, le problème, c'est que chez les patients immunocompromis, il peut donner des formes disséminées, voire fatales, raison pour laquelle, en 2006, l'FDA a approuvé les Zostavax, qui était un vaccin vivant atténué, qui était tout à fait contre-indiqué chez des patients avec une pathologie maligne. Raison pour laquelle, donc ici vous voyez les taux de dissémination, hospitalisation, les douleurs post-historiennes, beaucoup plus chez les patients avec une transplantation de cellules souches, les patients avec hémopathie maligne et puis les patients immunocompétents. On a fait un nouveau vaccin qui est un vaccin recombinant, c'est ce qu'on appelle le Shingrix, qui a permis de démontrer une efficacité quant à la prévention des épisodes de zona. Donc, c'est ce qui a permis aussi de ne plus avoir cette douleur post-historienne
zostérienne qui est tout à fait affreuse et qui peut handicaper le quotidien des personnes malades. Donc, il y a aussi quelques données, une fois que le vaccin a été mis sur le marché, où il a été comparé avec les Zostavax. Et donc, il a été démontré plus efficace que les Zostavax donc, dans la vie réelle. Raison pour laquelle, depuis 2022, le Conseil supérieur de la santé recommande l'utilisation de ce type de vaccin. Le RSV, vous le connaissez tous via vos enfants et vos petits-enfants. Donc, c'est un virus tout à fait saisonnier qui donne un rhume. Donc, ça commence par une toux, des éternuements, le nez qui coule, mal à la gorge. Et donc, c'est une maladie que tous les enfants vont faire. Donc, une fois à l'âge de 2 ans, ils ont fait au moins une fois. Donc, elle ne pose pas beaucoup de soucis, sauf qu'il faut quand même les retirer de la crèche et malheureusement, de temps en temps, les amener aux hôpitaux. Donc, les hôpitaux sont souvent débordés en période hivernale avec les bronchiolites à RSV. Donc, il y a une saisonnalité. Donc, on sait que ça arrive souvent en hiver. Donc, en plein hiver, les services de garde débordent. Et très souvent, ces enfants, ils ont tendance à transmettre ça à leurs parents et aux grands-parents. Donc, en 2023, donc en Union européenne, on a autorisé le remboursement d'un vaccin basé avec une toute nouvelle technologie, donc parce qu'il y a eu des essais dans les années 50 pour créer un vaccin contre les RSV, c'était tout à fait un échec. Donc, et après des années, on a un peu compris comment ça marche, le RSV, comment il s'ancre sur la cellule syncytiale pulmonaire. Donc, on a créé un vaccin. Ce vaccin, il a fait ses preuves. Donc, il est destiné maintenant aux mamans enceintes, donc en période hivernale, pour protéger les bébés. Il est aussi proposé aux personnes âgées et aux enfants. Donc, bien sûr, les gestes barrières restent aussi très importants pour les communautés pour essayer d'endiguer la propagation du RSV. Et il y a eu une revue récemment Cochrane qui a confirmé donc l'efficacité et surtout la sécurité de ces vaccins contre le RSV. Donc, le tétanos aussi, on croyait que c'était une affaire classée depuis qu'on a instauré la vaccination, mais ce n'est pas tout à fait une affaire classée parce que vous voyez que pour les données 2023, donc qui représentent les années 2022, donc il est là, donc il est même à côté de la Belgique, la Belgique elle est là encerclée avec le tétanos. Donc il y a eu 73 cas de tétanos déclarés et 13 étaient confirmés. Et donc là-dedans, il y a eu 13 décès, donc les 13 cas confirmés, c'était des décès. Et donc, c'était des personnes plutôt âgées. En fait, on pense que même si on en a tous eu le vaccin pendant notre jeunesse et pour les hommes pendant le service militaire, il y a eu une diminution de la couverture au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge, raison pour laquelle il faut entretenir tous les 10 ans le rappel pour les tétanos. La diphtérie, elle aussi, on croyait que c'était une affaire classée, mais ce n'est plus une affaire classée, surtout avec les mouvements migratoires. Donc, en 2022, il y a eu 359 cas de diphtérie. Il y en avait 318 liés au Corynebacterium diphtheriae et 11 cas liés au Corynebacterium ulcerans. Et donc, et là-dedans, c'était une grosse partie venant des patients migrants. Donc, et récemment, il y a eu en Belgique donc, une épidémie parmi des élèves des écoles primaires donc, où il y avait beaucoup d'enfants issus de l'immigration. La coqueluche aussi, c'est une maladie d'enfance qu'on croyait éradiquée, mais elle est toujours là. Elle aussi, elle a une tendance donc, hivernale, donc elle est beaucoup en hiver, mais elle peut survenir de manière sporadique. Donc ça, c'est l'évolution entre 2019 et 2023. Donc là, il y a eu le Covid, on était tous enfermés à la maison, et puis une fois relâchée, elle réaugmente. Donc, en 2023, il y a eu 26 000 cas déclarés en Union européenne et 2 pays, la Croatie et le Danemark, ont déclaré quasi 40% de tous les cas répertoriés.
Donc, ça reste une maladie qui n'est pas très agressive pour les enfants ou pour les adultes sains, mais ça peut donner des pneumopathies sévères chez les patients âgés et immunocompromis. Le Covid, il est toujours là, donc voilà. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on l'a accueilli sur la planète Terre. Il a toujours été là. Donc ça, c'est l'image faite hier, donc depuis les données de l'OMS. Donc sur une semaine, il y a eu 132 000 cas déclarés donc, mondialement. Pour autant qu'on les a détectés, il y a tous ceux qu'on n'a pas déclarés. Ici à l'Institut, depuis 4 semaines, on a quasi tous les jours un patient confirmé avec du Covid. Heureusement, tous des cas légers sous forme d'infection virale bénigne. Donc, ça, c'est un petit mot parce que, bien sûr, le Covid a suscité beaucoup de discussions. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en même temps. C'est la première fois qu'on était devant une pandémie de cette ampleur. Et donc, les vaccins, ils ont quand même fait beaucoup de travail. Et donc, en janvier 2024, donc, le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, ils ont bien regardé leurs statistiques. Et donc, il a déclaré que grâce au vaccin, on a pu sauver quand même pas mal de vies, surtout chez les personnes au-delà de 60 ans. Et des pays comme la Belgique, le Danemark, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, donc il y a une couverture vaccinale très étendue. Ce sont eux qui ont pu voir le plus grand bénéfice par rapport au vaccin contre le Covid. Donc, le vaccin Covid, donc ça c'est jusqu'en avril 2023, les premières personnes qui ont commencé à participer dans ces études. Donc, elles ont montré qu'ils étaient efficaces. Donc, ça c'est le donné pour la région européenne. Donc, tout ce qu'on a pu épargner grâce à la première dose, la deuxième dose, troisième dose, ainsi de suite. Bien sûr, le Covid, c'est toujours beaucoup de discussions et je pense qu'il faut discuter. Il faut discuter avec son médecin traitant, il faut discuter avec son hématologue ou son oncologue, il faut discuter autour de nous. Les femmes enceintes, ça reste aussi une population qui doit être prise dans la discussion. Et donc, et le Covid, il est toujours là, il a existé avant nous et visiblement, il est venu pour rester, donc il va continuer à circuler dans la population. Donc, il y a aussi d'autres maladies donc, que l'on peut traquer. Donc, la rougeole. Donc, la rougeole, elle a attaqué Disneyland en Californie avant le Covid. Cette année, elle a attaqué le Texas avec 2 décès chez des enfants de bas âge. Donc, aux États-Unis, qui est depuis 1978 ou 79 avaient considéré qu'ils avaient éradiqué la poliomyélite. Donc, en 2022, ils ont eu un patient qui a attrapé la polio, qui s'est retrouvé donc paralysé parce qu'il n'était pas vacciné, pour la simple raison que le virus continue à circuler. Et donc, c'est le barrage vaccinal que nous tous, on a créé, qui fait qu'il est plus détectable chez des patients. Donc ça, c'est l'épidémie de la diphtérie, donc en Allemagne, avec quelques retombées belges. Et ça, c'est l'épidémie de la rougeole, donc l'année passée en Belgique, dans des écoles. Donc les recommandations pour les vaccins, donc ce n'est pas des trucs que nous, on a ici créés à l'Institut Bordet. Donc on se base sur des données qui viennent de l'OMS, du CDC, le SCMID, la Société américaine des maladies infectieuses, bien sûr le Conseil supérieur de la santé et le CNSANO. On s'inspire largement de schémas qui sont proposés par le CDC et que l'on utilise aussi dans notre institution. Et donc, pour les patients avec un cancer solide, donc, ou des patients qui ont des hémopathies malignes comme la LLC, on recommande, donc, en automne 2025, un rappel avec le vaccin contre le Covid qui est réactualisé, le vaccin contre la grippe, le RSV, le pneumocoque, tétanos, diphtérie, coqueluche et zona pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, ça commence à refroidir, on commence tous à traîner des viroses. Donc, notre objectif, c'est de mieux vous protéger. Est-ce qu'il faut vacciner l'entourage? Parce que très souvent, on est confronté devant la question, oui, mais moi j'ai une maladie
qui va faire que je ne vais pas bien répondre ou mes traitements vont faire que, bien sûr, il faut vacciner l'entourage. Ça a été démontré que le fait de vacciner l'entourage, en même temps que la vaccination du patient, pour autant que ce soit possible, augmente les chances à ne pas attraper les maladies. Et donc, sur le Red Book, donc, qui est vraiment la Bible pour les enfants, donc, cette étude-là, qui a été publiée en 2017, a démontré que les enfants en bas âge vaccinés contre la grippe, ils sont mieux protégés contre les infections respiratoires, y compris la grippe. Donc, non seulement ça rend service à eux, mais aussi à leur entourage. Donc, cependant, les vaccins, ils font beaucoup parler d'eux. Et donc, c'est tout à fait compréhensible d'avoir peur des vaccins. Donc, parce que c'est ce qui nous fait peur, en tout cas, c'est ce que moi je ressens dans mes discussions, c'est les complications liées au vaccin. Tout est une question de comment on perçoit les risques. La nature humaine a une façon bizarroïde à percevoir les risques. Et par exemple, on a peur de beaucoup de choses. Moi, par exemple, je n'aime pas nager à la mer parce que j'ai peur des requins. Donc, on a beaucoup de peurs comme ça, mais finalement, les morsures des chiens sont beaucoup plus importantes que les attaques des requins. Hein? Donc, on a peur d'être assassiné, mais les suicides sont beaucoup plus fréquents. Donc, ça, c'est des données américaines. L'allergie aux cacahuètes, donc il y a 50 cas par an plus ou moins aux États-Unis, mais les décès par poison, notamment domestiques, sont beaucoup plus importants, à 27 000. Et les décès par chute d'avion, donc ça c'était avant le Covid, c'était 321 sur une année comparé à 34 000 de décès liés au roulage. Donc tout est une question de comment on perçoit le risque dans notre quotidien. Et donc, l'attaque terroriste du 9 du 11, en fait, du 11 du 9 2001, donc quand les 4 avions sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a déserté les aéroports et les avions, tout le monde a commencé à rouler en voiture, et du coup, bien sûr, il n'y a plus d'accidents avec les avions, mais il y a eu beaucoup plus d'accidents avec les voitures. Et les discussions sur les vaccins, donc, ça foisonne, la littérature. Donc, ça, c'est le screenshot que j'ai fait hier. Donc, il y en a de plus en plus de données sur la littérature. Qu'est-ce qu'on fait des vaccins? Pourquoi il faut faire des vaccins? C'est quoi les effets secondaires des vaccins? C'est une réalité que nous, les médecins, on doit affronter, comme vous, les patients, vous pouvez aussi affronter. Donc, sur les réseaux sociaux, ça foisonne des discussions. Mais je pense que la discussion honnête avec les professionnels de la santé va pouvoir permettre d'obtenir des réponses précises, scientifique est basée sur la réalité des choses et pas sur des suppositions. Donc, c'est quoi la perspective du patient qui est accessoirement la perspective du soignant? N'oublions pas que tous nos patients, c'est des patients vulnérables, fragiles. L'immunisation peut être moins efficace malgré tous les efforts ou contre-indiquée. Dans certains cas, on ne peut pas vacciner les patients. Et toutes ces maladies peuvent provoquer des retards et interruptions des autres traitements qui sont quand même absolument nécessaires pour pouvoir affronter des pathologies lourdes, chroniques ou aiguës. Moi, mon but, c'est que des enfants naissent en bon état et qui passent toute leur enfance et toute leur vie en excellent état pour pouvoir devenir des personnes âgées épanouies. Voilà. Je vais terminer avec 2 dias auxquels j'y tiens. Donc ça, c'est comment ça se passait la poliomyélite avant les années 1950 aux États-Unis. Donc ils avaient des hangars entiers avec des poumons d'acier, donc des enfants qui étaient paralysés, qui devraient marcher avec beaucoup d'aide. Donc il y a eu la recherche qui a financé, donc qui a été financée par la March of Dimes, qui a permis de créer le vaccin contre la poliomyélite. 1,8 million d'enfants ont participé aux essais. Donc, le vaccin a été largement accepté par la communauté scientifique, mais aussi par la population. Et donc, en 1979, les USA ont déclaré comme quoi la poliomyélite était éradiquée. Ça, c'était une danseuse américaine qui a été prima ballerina donc, dans des grandes compagnies. Donc, elle a dansé avec le plus grand. Elle était aussi la dernière épouse de Georges Balanchine. Donc, elle a refusé de se faire vacciner à l'époque.
2 ans plus tard, elle était à Copenhague. Elle a attrapé la poliomyélite. Elle n'a plus jamais dansé. Voilà, ça c'était l'apport des maladies infectieuses dans la journée sur la leucémie lymphoïde chronique. Merci beaucoup, Aspasia. Donc, vous l'aurez compris, on est pour la vaccination, surtout quand on a des maladies qui augmentent le risque de manière significative d'infections qui sont parfois sévères. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet exposé-ci ou s'il y a des questions de manière générale, hein, d'ailleurs, parce qu'on va faire une séance de questions-réponses globale. Moi, j'aurais voulu demander pour le pneumocoque, il y a un vaccin qu'il faut refaire tous les 5 ans et paraît-il maintenant un aussi qui est valable pour le restant de la vie. Qu'en est-il de ces 2 vaccins? Voilà, donc en fait, comme la recherche évolue, hein, qu'on fait tout le temps des trucs, donc il y a 2 types de vaccins pour le pneumocoque. Il y a le vaccin conjugué, donc ça c'est d'abord c'était le Prevnar 3, hein, il y avait 3 sérotypes, puis ça a été 7, puis ça a été 10, puis 13, 15, maintenant on est à 20, donc on a élargi la palette des sérotypes qui sont inclus. L'avantage du vaccin conjugué, il est très puissamment immunogène. Donc, par le passé, je pense que certainement la moitié parmi vous a fait donc, le Prevnar 13, donc il y avait les 13 sérotypes, et on complétait avec les polysaccharidiques, où il y a une vingtaine de sérotypes. Et comme ça, en fait, 13 plus 20, ça nous faisait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Prevnar 20. Donc, tous ceux qui sont dans les vieux schémas, donc Prevnar 13 ou 15, plus le 20, les polysaccharidiques, ils continuent à faire tous les 5 ans les polysaccharidiques. Et tous les nouveaux patients qui ont eu le conjugué 20, ils peuvent rester avec une injection. Ça, c'est l'évolution de la recherche, c'est la vitesse avec laquelle les vaccins arrivent en Europe. Et donc, si on a commencé avec tous les 5 ans, vous restez, continuer. oui, vous restez dans la gamme du 5 ans. Non. Ça va bien. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je n'ai pas abordé le sujet du remboursement en Belgique. Donc, la Belgique, c'est un peu particulier par rapport au remboursement. Donc, tous les vaccins ne sont pas remboursés. Donc, par exemple, depuis le 1er août, donc, il y a le RSV, donc, avec la dénomination AREXV, qui est remboursé pour les plus que 65 ans avec une pathologie comme immunodéficience. Mais tous ceux qui n'ont pas 65 ans, ils ne sont pas remboursés. Parfois, c'est un peu difficile la façon que les remboursements sont accordés en Belgique. Et donc, ça reste des médicaments assez chers. J'avais une petite question, docteur. Je voulais savoir, dans le cas de la polio, quand on s'est vacciné en étant enfant, comme moi par exemple, est-ce qu'on a besoin de faire un rappel ou est-ce que c'est valable à vie? Donc, a priori, pour les gens qui ne vont pas voyager dans ce qu'on appelle la ceinture de la polio, ce n'est pas nécessaire. Donc, normalement, on garde une immunité à vie. Pour le vaccin du Covid, est-ce qu'il est encore intéressant de le faire? Moi, j'ai fait tous les vaccins, c'était... Par rapport au vaccin pour le Covid, au début, j'ai fait tous les vaccins qui étaient proposés. Et maintenant, mon médecin traitant, depuis 2 ans, il m'a dit non, c'est plus nécessaire. Est-ce que je vais encore le faire ou pas? Voilà. Donc, le vaccin du Covid, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait dynamique. En fait, tous les ans, ça devient comme le vaccin de la grippe. Donc, maintenant, c'est une nouvelle composition. Donc, c'est la dernière souche qui est en circulation, qui n'est pas la souche de l'année passée. Donc, sur base des recommandations scientifiques actuelles, donc, nous, on recommande de faire un rappel. Oui. Parce qu'elle demande de faire le vaccin contre la grippe, ça, elle est tout à fait d'accord, avec le Covid, il ne faut plus faire. Mais cette nouvelle souche dans le vaccin actuel. C'est Oui. mieux de le faire. J'ai deux petites questions. Mon médecin ne veut pas, en général, faire Covid et grippe ensemble. Qu'en pensez-vous? Et de même, pour le Covid, penche plutôt pour faire d'abord une
prise de sang, enfin une analyse qui montrerait ce qui me reste de protection. Ok. Donc, je vais pour la vaccination en même temps. Donc, l'année passée, on l'a fait pour la première année. On a eu de très beaux résultats, à savoir pas d'interaction, pas d'effets secondaires. Donc, nous, on se sent tout à fait en sécurité à ce que les gens le fassent en même temps. Je pense en termes pratico-pratiques, comme on va à la pharmacie une fois, là et là. Donc, voilà. Donc, on est tout à fait à l'aise avec ça. Bien sûr, si quelqu'un veut faire d'abord l'un et puis l'autre, c'est aussi une option. Il faut aller juste 2 fois à la pharmacie. Donc, on est tout à fait à l'aise à le faire en même temps. C'est ce qu'on détecte, en tout cas avec les tests actuellement disponibles. C'est des anticorps tout à fait globaux contre le Covid. Donc, on n'a pas la capacité, en tout cas de manière routinière, donc laboratoire c'est autre chose, de pouvoir détecter notre taux de réponse par rapport à la souche pour laquelle on vous vaccine. Donc, c'est ce qu'on détecte, c'est un truc tout à fait global. Donc oui, bien sûr, on peut avoir beaucoup d'anticorps, hein, c'est très bien, mais ils ne sont peut-être pas tout à fait adaptés à la souche actuelle. Ils marchent sur le Covid, et c'est ça qui a fait qu'on n'est plus au stade où on était en 2020 ou 2021. Hein. Donc ils marchent, hein, mais le but c'est d'essayer de construire une immunité contre les souches qui viennent. On va tous faire le Covid, notre but c'est de faire un petit Covid. Le fait de l'avoir fait et d'avoir été hospitalisé, préconisé encore Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est une nouvelle souche maintenant. Hein. Cette année, maintenant, ce sera une toute nouvelle souche. Parce que, disons, ce qui nous retient un peu, c'est quand on fait le vaccin contre le Covid, nous autres, on était pendant 24 heures, on est malade. Bien sûr. Oui. On a une réaction, on est Oui, tout à fait. On a se sent pas bien. Oui, oui. Donc, c'est un des effets secondaires qui peuvent arriver de manière aléatoire. Il y en a qui font beaucoup de réactions, et puis plus rien, 2-3 années, et puis une nouvelle réaction. Mais ça permet quand même de stimuler votre immunité. Il y avait une question derrière vous, je pense. Les détracteurs de la vaccination disent que c'est l'aluminium présent dans les vaccins qui ont des effets délétères. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Que on doit penser Bien sûr. Donc, vous savez, hein, maintenant on entend tout sur les vaccins, ils sont taxés de tous les mots. Hein. Il ne faut pas oublier que le vaccin, tout vaccin est destiné à des personnes saines. Hein. Donc, ici on ne parle pas d'un médicament comme prenons l'aspirine, hein, un médicament passe-partout que tout le monde connaît. Donc, ça reste des produits pharmaceutiques destinés à une population saine. Donc, avant d'arriver déjà à la grande circulation, ils ont été testés, scrutés comme pas permis. Donc, parce que justement, ils s'adressent à ce type de population. Une fois qu'ils sont mis à la circulation, ils continuent à être surveillés et scrutés comme pas permis, parce que justement, c'est toujours le même concept. Le but, c'est de prévenir. Hein. Et donc, si vous voulez voir avec le vaccin contre l'hépatite B, hein, bien sûr qu'il y a des effets secondaires, comme tout médicament. Mais d'un autre côté, quand on voit comment le vaccin de l'hépatite B, qui reste malgré tout le premier vaccin anti-cancer, parce qu'il a permis de maîtriser les hépatocarcinomes liés à l'hépatite B, se comporte par rapport à la présence de l'adjuvant, donc l'aluminium, il est tout à fait efficace et surtout sûr quant à l'utilisation. Donc bien sûr, il y a beaucoup de théories, hein, mais au stade actuel de nos connaissances scientifiques, ce n'est pas l'aluminium qui est problématique. Dans les vaccins grippe disponibles, celui qui se fait en pharmacie, oui. C'est lequel? Donc, en fait, pour les vaccins contre la grippe, donc, il y a 3 qui circulent dans les marchés. Il y a l'Influvac, le Vaxigrippe et l'Alpharix. Donc, cette année, sur base des recommandations de l'OMS, c'est des vaccins trivalents. Donc, jusqu'à l'année passée, c'était trivalent. Donc, peu importe lequel vous choisissez, ce sera toujours les 3 mêmes souches. Oui, mais il n'y a pas le haut dose. Donc,
Ah, donc Vraiment le complètement. Fluelda, Ouais. voilà. Donc, les Fluelda, il est recommandé, donc, mais ça, il faut qu'on le prescrive. Donc, c'est pas comme moi, je vais aller à Multipharma faire la grippe et le Covid. Donc, il faut qu'on le prescrive. Donc, on peut le prescrire. Donc, c'est des patients qui ont plus que 60 ans qui sont institutionnalisés et les patients qui ont plus que 65 ans mais qui ont une comorbidité ou l'inverse, parce que je confonds ces deux indications. Mais on peut vous le prescrire. Si vous avez l'âge requis, on peut le prescrire. Voilà, et ce n'est pas parce qu'il est doublement dosé qu'il est mauvais. Par les patients, on a fait des expériences, des études où on a fait 2 doses, hein, donc une avant Noël, une après Noël. Et donc, elles ont montré qu'elles étaient tout à fait équivalentes, mais c'était désagréable de devoir le faire à 2 fois. Il y a encore... Et au fond, il y a aussi une question. Pour revenir en fait à la leucémie, donc quelqu'un qui a une leucémie est évidemment plus sensible par rapport aux infections. Mais à quel stade? Est-ce que c'est toujours le cas dans n'importe quel stade de la maladie? Je veux dire par là, par exemple, on a vaincu la leucémie. On ne vainc jamais la leucémie totalement parce que c'est chronique, mais je veux dire, comme en étant dans un stade où on guérit quand même de la leucémie, est-ce qu'on reste encore aussi très sensible aux maladies infectieuses? Alors, il y a différents stades, mais c'est vrai qu'on garde un sur-risque, y compris même au stade 1. On en a parlé tout à l'heure avec le docteur Isobar. Quand on n'a pas eu de traitement, on est déjà plus à risque d'infection. Et après les traitements ou pendant les traitements, on est aussi plus à risque d'infection. Alors les causes de ce plus de risque d'infection, dans leurs détails, c'est complexe. Donc ce n'est pas tout le temps la même raison. Et les raisons peuvent s'accumuler. On peut manquer d'anticorps, on peut avoir aussi des immunités cellulaires qui sont un peu moins bonnes. On peut avoir des effets secondaires des traitements. Donc il y a plein de raisons d'être un tout petit peu plus à risque d'infection. Donc pour simplifier, on dirait que tout du long, on reste plus à risque d'infection et que donc tout du long, on va essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la prévention des infections. Les vaccins, c'est assez facile, on va dire, à faire, donc on va le faire tout du long. Et puis après, il y a des traitements qui peuvent être plus spécifiques selon le cas du patient. Et là, c'est difficile de vous répondre de manière générique, mais il y a certains patients à qui on va donner des substitutions d'anticorps s'ils en manquent vraiment. On peut donner des suppléments en zinc quand on a vraiment une carence en zinc. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Toujours recommander des suppléments en vitamine D pour l'hiver, c'est pas sous prescription. Je vous rappelle que ça, vous pouvez toujours prendre. Et donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Et on va s'adapter. Mais pour simplifier, je dirais que tout du long, quel que soit le stade, on va toujours être vigilant pour les infections dans cette maladie-là en particulier. Puisque c'est une maladie qui touche les cellules du système immunitaire, qui sont là pour vous défendre des cancers et des infections. Et donc, comme elles sont un peu anormales, il y a un surrisque de certains cancers, on en a parlé, et puis un surrisque d'infection qu'on va pouvoir maîtriser. Parce que finalement, ce surrisque, on le connaît bien maintenant, on fait énormément de progrès. On n'a pas remonté cette année, mais pour la plupart d'entre vous, l'espérance de vie va finalement être la même, ou en tout cas très proche de la population générale, parce qu'on connaît bien tous ces surrisques. C'est pour ça qu'on prend le temps de dire et de redire tout ce qu'il faut faire pour faire attention, pour bien contrôler tous ces surrisques et revenir finalement à l'état de la population générale. Donc quand un médecin généraliste vous répond « le Covid, bof, bof », il peut avoir raison pour monsieur et madame tout le monde. Quand on a une LLC, c'est peut-être moins vrai. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, on grandit tous. Hein. Donc, pour pouvoir continuer à rester en bonne santé, même en grandissant, ça reste des outils qui ont fait leur preuve d'efficacité, même chez des patients âgés, sans autre problème de santé. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Au fond, il y a une dame. Peut-être la dernière question. Ouais. Oui. En fait, j'ai déjà eu une réponse partielle. Je me demandais quelle était la différence entre la LLC sans traitement
Zona n'est remboursé que lorsqu'on est en traitement. Donc je me demandais s'il y avait une différence de sensibilité avec ou sans traitement. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que comme le vaccin coûte assez cher, les critères de remboursement à ce stade-ci sont assez limités. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas à risque de zona quand on est sans traitement. C'est plus qu'on est encore plus à risque de zona quand on est en traitement. Donc actuellement en Belgique, et c'est un peu ce que Aspasia vous a dit aussi, c'est que les critères de remboursement en Belgique, ils ne sont pas toujours tout à fait adaptés à la situation de chacun. Donc là, pour le moment, c'est vrai qu'il faut avoir reçu un traitement dans les 5 ans ou être en prévision d'en avoir un dans les 5 ans. Globalement, si vous souhaitez faire le vaccin du zona, je pense que vous pouvez toujours demander à votre médecin de cocher la case. On ne peut pas démontrer que vous n'aurez pas de traitement dans les 5 ans, même si pour certains d'entre vous, on ne pense pas que vous aurez un traitement dans les 5 ans. C'est raisonnable éventuellement de cocher cette case, on ne va pas tout à fait le dire comme ça, mais... donc voilà. Mais en effet, après traitement, on n'a pas forcément une meilleure immunité. Ça dépend ce qu'on donne comme traitement, mais on donne beaucoup de traitements qui ciblent la cellule qui produit des anticorps, et donc on a plutôt moins d'anticorps, et parfois des traitements qui ciblent aussi d'autres cellules du système immunitaire, et donc on devient un peu plus à risque que le zona. C'est fréquent, hein. Le zona, c'est 1/3 de patients de plus de 60 ans qui va un jour faire un zona. Vous avez certainement des amis qui ont fait des zonas, même sans LLC, et c'est vraiment désagréable. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un vaccin qui est à conseiller. Il est très cher, donc voilà, moi je pense que c'est raisonnable d'en parler. Si c'est un souci pour vous, parlez-en à votre infectiologue ou à votre hématologue, et on peut tout à fait prétendre que vous aurez un traitement dans les 5 ans. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, vous avez reçu une petite enquête, soit par QR code, soit par... Oui, pardon, je croyais qu'il y avait un QR code à l'écran. Soit par papier. Ça nous intéresse beaucoup de savoir ce qui vous importe comme type d'information, quelles sont les modalités d'information qui vous plaisent. On n'a pas eu particulièrement facile pour organiser cette journée parce que justement, retrouver vos emails, etc., c'est pas toujours simple. On est dans une société un peu de surveillance absurde, donc on n'est pas censé vous envoyer des emails pour vous prévenir de journées comme aujourd'hui, donc on le fait quand même, mais donc ça nous intéresse de savoir si vous voulez voilà, une chaîne YouTube, des journées comme aujourd'hui. Moi je trouve que c'est toujours bien de se voir en vrai, ailleurs que dans un cabinet, mais vous avez peut-être d'autres idées, donc n'hésitez pas, si vous avez même des idées, libre à vous de nous dire ce qui vous intéresse. Voilà. Ah, encore une question. Moi, je veux partir, mais on peut vous l'envoyer, le questionnaire. Bien sûr, mais donc avec le QR code, on recevra en ligne, et si vous l'avez pris en papier, vous pouvez l'envoyer ou le donner. Par QR code. Voilà, mais le QR code suffit, hein, donc c'est en ligne, ça on recevra. Ceux qui ont rempli en papier, vous pouvez le déposer sur la table là. Pareil, je suppose que ceux qui le souhaitaient ont rempli dans la proposition d'atelier potager qui est là sur la table aussi. Et puis si vous avez une pensée plus tardive, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours nous contacter, vous savez bien. Voilà, merci à tous pour votre présence.